Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, bien le bonsoir. Quel plaisir de reprendre notre vol de nuit comme chaque dimanche soir pour arriver jusqu'à vous et vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle. Et bien justement, la plateforme où tous les acteurs de la scène culturelle convergent, c'est votre émission Culture Club qui pendant un peu plus d'une heure vous invite à décrypter, à analyser toute l'actualité culturelle. Et bien justement, ce soir pour le deuxième numéro de cette saison culturelle 2017-2018, elle sera plurielle. Et bien rien que ça, nous parlerons de cinéma, nous parlerons d'art plastique, de photographie, nous parlerons de théâtre et plein d'autres choses à travers, bien sûr, comme l'habitude est une seconde nature, naturellement vous pouvez intervenir sur notre adresse cultureclub@entv.dz. Et pour cette autre aventure nocturne, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau pour la première fois ce jeune réalisateur qui incarne le renouveau du cinéma algérien depuis la réalisation de son premier moyen métrage en 2013, si les souvenirs sont bons, à savoir Les Jours d'avant, qui a glané je ne sais combien de prix, que ce soit en Algérie mais également hors de nos frontières. Notre premier invité a pour nom Kalim Moussaoui. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Kalim Moussaoui. Je le disais à l'instant, vous incarnez en même temps que d'autres réalisateurs ce nouveau souffle du cinéma algérien depuis les années 2000. Il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à justement la réalisation de votre premier long métrage, à savoir En attendant Les Hirondelles, qui a été sélectionné au Festival de Cannes. Un certain regard, un film qui parle de l'engagement, qui revient, qui revisite encore une fois cette Algérie tourmentée des années 90. Les Hirondelles, En attendant Les Hirondelles, serait-ce un printemps entre guillemets, le retour du printemps, ou le printemps que voulait l'Occident nous imposer en disant voici l'ouverture, la liberté, et quand on voit dans quel état sont ces pays aujourd'hui en guerre, on pourrait parler de tout sauf de printemps. Bien, nous allons revenir sur ce long métrage avec quelques extraits pour nos téléspectateurs. C'est un plaisir que de vous avoir sur notre plateau, Kalim Moussaoui. C'est un plaisir, merci beaucoup. Moi, deuxième invité, deuxième discours, deuxième regard également sur l'actualité. Elle a pour nom Khadija Chouit. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes éditrice. Nous allons revenir sur ce très bel ouvrage, ce MOOC, qui est entre le magazine et le bel ouvrage. Un ouvrage précieux, encore une fois, pour les grands curieux que nous sommes. Merci beaucoup Khadija Chouit. Troisième invité pour le débat de ce soir, c'est Khadija, que dis-je? Oui, c'est Khadija, non, plutôt c'est Latifa. Voilà, Latifa L'Affaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, ancienne programmatrice et animatrice à la Cinémathèque d'Alger. Vous en avez connu des aventures à la Cinémathèque d'Alger. Hein. Alors, vous êtes enseignante au département de langue et culture amazigh à l'université de Mouloud de Mamri. Dans les années, fin des années 70, nous avions entre autres parlé du renouveau du cinéma algérien, de cette vague qu'on appelait le cinéma al-jadid. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Surtout que lors du ce très bel ouvrage, ce MOOC, qui est entre le magazine et le bel ouvrage. Un ouvrage précieux, encore une fois, pour les grands curieux que nous sommes. Merci beaucoup Khadija Chouit. Troisième invité pour le débat de ce soir, c'est Khadija, que dis-je? Oui, c'est Khadija, non, plutôt c'est Latifa. Voilà, Latifa L'Affaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, ancienne programmatrice et animatrice à la Cinémathèque d'Alger. Vous en avez connu des aventures à la Cinémathèque d'Alger. Hein. Alors, vous êtes enseignante au département de langue et culture amazigh à l'université de Mouloud de Mamri. Dans les années, fin des années 70, nous avions entre autres parlé du renouveau du cinéma algérien, de cette vague qu'on appelait le cinéma al-jadid. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Surtout que lors de l'ouverture du festival du cinéma de Béjaïa, encore une fois les journées cinématographiques de Béjaïa, on a commencé ce festival-là en projetant justement le long métrage de Kalim Moussaoui, à savoir encore une fois, En attendant les Hirondelles. Quel est votre regard sur le voyage de la cinématographie algérienne? Celle qu'on disait qui était à son apogée dans les années 70, parce qu'on a, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs, eu la Palme d'Or en 75 pardon, à travers bien sûr les chroniques des années de Brest de Mohamed Lakhdar Hamina. Et aujourd'hui, donc 70 c'était l'apogée, 80 c'était la crise, 90 la dessinée noire, décryptée à travers le moyen-métrage de Kalim Moussaoui. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Vous allez nous en parler tout au long de l'émission de ce soir. Latifa L'Affaire. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Et puis, quatrième et dernier invité pour cette autre aventure en nocturne, lui n'est autre que Saad Ben Khalif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la première fois. Vous êtes dessinateur de presse, vous êtes illustrateur, vous travaillez dans de grands journaux, pour ne pas les citer le Watan, mais également Jeune Afrique. Vous avez réalisé tous les dessins, toutes les illustrations de ce bel objet que j'ai entre les mains, Esprit bavard. Et vous me disiez, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre vers moi ou qui s'ouvre sur moi, sur mes univers. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Je le rappelle encore une fois, Saad Ben Khalif. Questions, réactions, cultureclub@entv.dz. Kalim Moussaoui, bonsoir.
On va revenir, si vous le permettez, sur en 2013, la réalisation de votre moyen métrage, à savoir encore une fois Les jours d'avant, où à travers le regard de deux jeunes adolescents, on revisite, on replonge dans cette Algérie tourmentée, cette Algérie qui a été emportée par la folie des hommes. Qu'est-ce qui vous a fait revenir vers cette période plus précisément des années 90? Une forme de catharsisme, une forme comment dire, d'analyse pour nous éloigner et avancer, aller vers l'avant? En fait, je pense que ça s'est passé de manière beaucoup plus simple que ça. C'est que j'étais en pleine résidence au Maroc pour l'écriture du long métrage que j'ai fini par réaliser plus tard. Et puis, on nous a demandé d'écrire un scénario de court métrage qui donnerait un aperçu des personnages du long. Et puis j'avais choisi, bon, comme dans le long, il y a 3 personnages, 3 histoires. Donc j'avais choisi la deuxième, celle d'un couple qui n'arrivait pas à vivre un peu leur histoire d'amour. Et donc je suis parti de cette base-là pour écrire le moyen métrage. Sauf que j'avais envie, comme nous tous, on s'inspire en écrivant un peu de notre vie. Donc la seule période que je connais qui parle, enfin qui traite de l'adolescence, c'était la mienne. Enfin, il fallait que je m'inspire de mon expérience. Vous sortiez à peine de l'adolescence dans les années 90. Absolument. Et donc mon expérience était à cette époque, en tant qu'adolescent, c'était la vie d'adolescent en pleine guerre civile, terrorisme. Et puis donc voilà, et j'avais envie de faire un film, d'en parler d'une manière ou d'une autre, même si je ne crois pas que je sois un spécialiste de cette période-là. Donc j'avais envie d'apporter ce regard intime sur ce qui s'est passé et puis sur la vie des adolescents en général qui à mon avis... Ce sont 2 lycéens qui témoignent de cette Algérie tourmentée qui était à sang et à feu, faut-il le dire à ceux qui n'auraient peut-être pas encore vu votre moyen métrage. Une Algérie terrible, terrible. On le sentait à travers, encore une fois, le discours, les regards et les silences de vos 2 personnages. Et bien justement, pour vous inviter à découvrir l'univers de Karim Moussaoui, nous vous proposons tout de suite la bande-annonce. Ça s'appelle Les jours d'avant et c'était en 2013. Regardez. اسمع بدك تمعني لي على البوفات نهار السبت ماناش معروضين خو اش ماناش معروضين نروحوا كيما كاع الغاشين تسبون ندخلوا خو خلي باباك هكا يخسر لك حياتك. واش حابه نقول له بابا سي توبلي خليني نروح الدوفه اللي فيها بزاف دراري. لا لا نقيلو كذبه. وشو هي؟ جبل جاوب على السؤال. واش راك دير؟ علاش راك تجي هنا؟ طيي في روحك وتزيد طاييني معاك. نوضي طلعي حمارة واش قلت لها طلعي غاولي. On n'en sort jamais indemne de cette décennie-là et vous en avez témoigné à travers ce moyen métrage. Juste avec un peu de distance, quel regard vous portez donc justement sur cette écriture cinématographique de l'Algérie des années 90? On était dans une forme de délit de survie. Il s'est passé beaucoup de choses en matière de réalisation justement filmographique, mais également théâtrale, littéraire. Il y a eu beaucoup de productions pendant cette décennie-là, Karim Moussaoui, où vos personnages étaient pratiquement, j'allais dire, des handicapés de l'amour. Oui, en fait, moi j'avais... ça part toujours avec une envie plus simple, en fait. Raconter, comment trouver la manière de raconter l'intime. L'intime, quand je parle de l'intime, c'est vraiment l'intime ressenti. C'est vraiment ce qui est parfois même inavouable, ce qui est caché, ce qu'on n'arrive pas à le dire, ce qu'on n'arrive pas à dire dans la vie de tous les jours. Et j'ai profité de ce moment-là parce que de cette première expérience pour justement tenter d'aller puiser au sein de mes souvenirs, au sein de mes ressentis, un peu les moments qu'on a connus à cette époque-là. C'est toujours je pense, en écrivant, c'est toujours compliqué
d'aller puiser. C'est comment trouver la manière d'être honnête et de chercher comment on peut être le plus proche de l'état qu'on a connu en faisant une expérience. Et dans cette Algérie, pourquoi je vous disais qu'on n'en sort réellement jamais indemne? Parce que également il y a un clin d'œil à ces années-là dans les hirondelles, en attendant les hirondelles de votre premier long métrage. Un clin d'œil vers ces années 90 où, encore une fois, les personnages sont très souvent tourmentés. Oui, alors moi je ne dirais pas qu'on n'en sort pas indemne, je dis seulement on peut en sortir indemne, on peut en sortir... Ça peut être une force. Il y a des blessures internes. Des blessures. Je pense qu'il faut arriver à avoir les blessures, à vivre avec. Donc, dans le long métrage, je ne parle pas des années 90, je parle des conséquences des années 90. Et je parle des personnages qui essayent en tout cas d'apprendre à vivre avec. Ils n'ont pas le choix. C'est comment ils vont accepter ce passé-là et comment ils arrivent à le voir maintenant et pour la vie. Parce que... Là, on voit quelques images de votre long métrage. Hein. Je le rappelle encore une fois, oui. En attendant les hirondelles. Des personnages, je le disais encore une fois, tourmentés à travers 3 parcours. Celui d'un agent, que dis-je, celui de, je le rappelle encore une fois, un entrepreneur, un neurochirurgien et une fille que nous voyons justement à l'image qui hésitait entre l'amour et la raison. Oui, c'est un film qui parle du déchirement, je vais pas dire ça comme ça, qui parle de ces endroits-là où on sent que peut-être on a envie d'autre chose, qu'on n'a plus envie de suivre les mêmes chemins pris auparavant, ces mêmes chemins qui font que la vie soit comme ça, et parfois peut-être, c'est dans ce film, hein, je pose la question, à quel moment on a envie de justement sortir des sentiers battus pour tenter de nouvelles expériences. En attendant les hirondelles, il n'est pas du tout question, justement, faut-il le dire à nos téléspectateurs, de ces printemps arabes, de renouveau, de liberté. C'est tout à fait le contraire. C'est pour ça que nous voulions justement vous proposer la présence aujourd'hui sur notre plateau de Kadé Moussaoui. Souvent question de printemps des individus, de se libérer, d'extérioriser des douleurs, en fin de compte, s'exprimer. Tout à fait, c'est se libérer de... Je pense que d'abord, les personnages dont je parle dans le film, qui interprètent les personnages de ce film, ils sont conditionnés, ils vivent dans leur logique de ce que c'est que la réussite, la vie, l'amour et le bonheur. Et pourtant, ce conditionnement-là ne les mène pas vers le bonheur. Et donc, c'est à ce niveau-là que le conflit s'installe. C'est qu'on est tiraillé, on sent bien qu'on ne va pas vers le bonheur, mais ça a été toujours comme ça. C'est le modèle accepté, c'est le modèle qu'on nous a inculqué, c'est le modèle qui est accepté par tout le monde, qui est toléré par tout le monde. Et c'est à ces endroits-là que je pose la question du bonheur. Est-ce qu'on est obligé, de suivre la vie du collectif? Est-ce que et puis justement pour prendre conscience de la condition, de notre condition à nous, est-ce qu'il ne faut pas non plus faire parfois table rase, recommencer à zéro, reprendre au début? C'est-à-dire qu'on est conscient de certaines morales, de principes, de certaines... Vous le dites, hein, vous disiez, les jeunes sont en conflit avec eux-mêmes, avec leur corps. Leur désir et la morale qu'ils veulent respecter ne disent pas la même chose et cela crée donc justement la violence. Cette violence qui, entre autres, a précipité vos personnages dans cette deuxième aventure cinématographique en attendant les hirondelles. Oui, c'est vraiment un souci pour moi de comment le corps et la tête trouvent un équilibre et qu'ils soient en harmonie. Là, à ce niveau-là, je l'incarne, enfin, le thème est incarné par 3 histoires, par 3 personnages. J'essaye de donner un peu plus d'aperçu. Et puis ça parle aussi de l'Algérie de maintenant, de l'Algérie d'après les années 90, l'Algérie de la période... Il y a une forme de résonance entre les jours d'avant et en attendant les hirondelles? Il y en a forcément.
le passé... le passé qui rattrape le personnage et puis qu'est-ce qu'on fait de ce commune. passé? Enfin, j'ai l'impression que parfois Il se répète. on est sourd à ce passé-là. Et puis peut-être même, à part qu'il nous sert de mémoire hein, pour se rappeler à quel point on a souffert, et parfois même, je pourrais dire qu'il y a une forme de complaisance à le rappeler comme ça, de manière aussi facile, et on en parle comme d'un patrimoine. Mais en même temps, est-ce qu'il nous sert à quelque chose? Il faut qu'il arrive, il faut que ce passé puisse un jour nous pousser à ne plus refaire les mêmes erreurs. Et en attendant les hirondelles, pour celles qui n'auraient pas encore vu le film, vous traitez de 3 thématiques. Hein. La société patriarcale, pesante, les années 90 et la corruption. Pourquoi est-ce qu'on a réellement l'impression... Non, alors il ne s'agit pas de la société patriarcale, je ne parle pas de la société le poids de la jeune fille. Justement, la deuxième histoire, la jeune fille se déplace pour aller rencontrer sa belle famille avec son père qui n'est pas autoritaire, justement, c'est ce que je montre dans le film. Au contraire, elle a même des endroits où elle exprime sa révolte. Et le père, c'est un père aimant. Mais dans quelle société vit justement cette jeune fille? Où est-ce qu'elle elle évolue hein? Cette fille, elle est montrée comme personnage qui a la possibilité de prendre ses propres décisions. Et même, de toute manière, je pense que, je parle pour les jeunes filles et pour les hommes aussi, de toute manière, je crois que il faut qu'on cesse de parler de la pression sociale. Je veux dire, tous les peuples ont cessé, au bout d'un moment, ont fait ce pas-là de s'affranchir de cette pression sociale. Je ne veux plus qu'on retombe dans l'excuse de la pression sociale. Il est temps peut-être que maintenant les gens s'affirment dans ce qu'ils sont et qu'on arrête de... Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut peut-être se le dire pour que ça se fasse. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la plupart de vos personnages sont unis par la lâcheté? Parce que la lâcheté fait partie du caractère humain, comme le courage. Ouais. Je pense que... et je parle aussi de ça, c'est-à-dire que on veut bien parler du courage, parce qu'on a l'impression que le courage, c'est une des valeurs universelles de l'humanité. Et comme si la lâcheté n'a pas droit d'être là, comme si c'est quelque chose qu'il faut le cacher. Il faut accepter à se voir et à voir nos lâchetés. C'est pas grave. Oui. Parce que c'est comme ça peut-être qu'on deviendra moins lâche. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, je veux dire, la lâcheté. Il faut se l'accepter pour mieux faut l'accepter, oui. Voilà. Et puis tout ce que le courage et les idées qui l'entourent autour de l'héroïsme, tout ça, parfois ça peut être dangereux aussi. Latifa Lafer, bonsoir. Chercheuse, ancienne programmatrice animatrice à la Cinémathèque d'Alger. Vous avez eu à présenter donc justement lors des journées cinématographiques de Béjaïa le long métrage de Karim Moussaoui. Si vous nous parlez donc justement de ce regard, de ce renouveau, de cette thématique abordée par la jeune génération à qui vous avez rendu hommage justement dans cette enquête aiguisée, très bien documentée dans Esprit bavard, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Parlez-moi de l'univers justement de Karim Moussaoui. Juste une précision, programmatrice, animatrice, j'étais plutôt documentaliste, mais mes collègues, comme ils me poussaient en avant, ils avançaient que j'étais tout ça à la fois, mais c'était parce qu'on pouvait aller d'un endroit à l'autre, à la cinémathèque, et si on avait envie, on apprenait, on touchait les bobines de films, on regardait par la cabine de projection, on allait à la bibliothèque ou aux archives. On avait cette possibilité de se balader d'un service à l'autre, et donc on apprenait avec les anciens de la Cinémathèque qui étaient pour la plupart des gens qui ont appris sur le tas, mais qui ont été des gens d'exception dans justement voilà, dans la programmation comme dans l'animation, et qui m'ont un peu poussé de l'avant. Et vous parliez de la lâcheté pour faire le pont justement de la lâcheté dans les personnages. Oui, en fait c'est justement la partie
particularité qu'on a relevée durant les années 70, c'est pas la même, mais durant les années 70, ce qui a fait clivage entre le cinéma des années 60 et celui des années 70, c'est l'apparition de l'anti-héros, enfin, de quelqu'un qui n'était pas sublimé dans le cinéma algérien. C'était pas le moudjahid ou le héros, mais on retrouvait des gens de la rue qui étaient des gens de tous les jours et même des gens un peu ratés. Et là, ce qui particularise le cinéma d'aujourd'hui, c'est cette faculté de prendre des personnages qui ne sont pas fabriqués de façon à être sublimés, mais qui sont des gens qui nous rapprochent d'un certain réel, ou du moins de la vision qu'a le réalisateur, voilà, du réel. Et le film de Karim Moussaoui qui est construit d'une façon assez particulière, parce que ce ne sont pas trois histoires dans une seule, mais ce sont trois histoires qui se raccrochent l'une à l'autre, qui nous mènent l'une vers l'autre à travers des personnages différents, mais qui vivent dans cette incertitude où le terrorisme, cette période, devient une toile de fond. Ce n'est plus ce qui est mis en avant, ni l'héroïsme des gens de cette période-là, mais cette toile de fond, voilà ce qu'elle nous donne à voir, et elle nous renvoie en miroir non seulement une réalité de l'Algérie, mais aussi une réalité qui est le point de vue du réalisateur et qui permet d'ouvrir justement le débat sur qu'est-ce que le cinéma. Parce qu'on a été habitué à une forme de cinéma où on cherche tout le temps du réalisme ou du réel. C'est-à-dire finalement on en revient au documentaire. Et ils ont tout à faire les réalisateurs aujourd'hui, parce qu'ils travaillent sur des formes très esthétiques où en fait ils disent nous ne renvoyons pas au spectateur quelque chose qu'il regarde passivement, mais quelque chose qui lui permet de réfléchir en même temps sur ce qu'il voit, mais en même temps sur qu'est-ce que le cinéma. Comment on voit le cinéma. Et du coup, le cinéma ne devient pas quelque chose qu'on consomme, mais quelque chose à quoi on réfléchit. Voilà. Tout à l'heure, en début d'émission, je parlais de renouveau, de nouveau souffle, dont il fait partie Karim Moussaoui. Vous parliez donc justement de cette génération des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez de Karim Moussaoui, vous parliez de Hassan Farhani, de Nariman, Naridan Loubia Hamara, etc. Comment est-ce qu'on peut réellement définir justement ce nouveau cinéma à travers le langage, les thématiques abordées, les nouveaux visages qu'il nous propose? Par exemple, dans l'actrice principale de son premier long métrage, je le rappelle, en attendant les hirondelles, fait un tabac hors de nos frontières à travers LA Confidential, Egypt Confidential, hein, qui brille aux quatre coins du monde. Hein. Alors, ce qui particularise cette génération, c'est que ce n'est pas une génération, qu'eux ne se reconnaissent pas dans cette homogénéité. Ils sont différents, ils ont des regards différents. Souvent, ils se sont croisés qu'après avoir fait des films, ils ne se connaissaient pas, mais ils ont cette particularité d'avoir chacun une vision de l'Algérie. Il y a, durant les années 70, quelque chose de l'ordre de la cohésion idéologique qui rassemblait les réalisateurs en corporation ou en différents groupes. Il y a aujourd'hui un éclatement qui fait que chacun a suivi un chemin différent de l'autre. Hein. Il y en a qui sont passés du ciné-club vers le cinéma, d'autres qui sont... Il a connu le ciné-club dans les années 2000 à travers l'association Chrysalide. Exactement. Le monde de la présentation, de l'animation, de la programmation, de la fabrication du film, il l'a traversé, Karim Moussaoui, avant d'arriver à ça, ce qui n'est pas le cas d'autres réalisateurs qui ont directement commencé avec des courts-métrages ou un documentaire. Donc ils ont des visions très différentes, il n'y a pas de cohésion, mais il y a quelque chose de l'ordre du renouveau parce qu'ils imposent chacun sa vision artistique sur le cinéma algérien et leurs films ne se ressemblent pas. Ce que je vois ce qui pourrait être un rapprochement, ça c'est justement qu'ils ne se servent pas du terrorisme, c'est juste une toile de fond. Il y a quelque chose sur lequel se construit une Algérie d'aujourd'hui qui est soit dans l'incertitude, soit dans le désespoir, soit dans l'observation, soit dans... Voilà, il y a des choses qui émotionnellement, dans la sensibilité, différencient tous les réalisateurs de cette jeune génération. Et ensuite, quand on dit les jeunes réalisateurs, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un jeune cinéma algérien qu'une jeune génération. Parce que entre un premier court-métrage et un long-métrage, il y a tout un parcours qui fait qu'on dit mais non, il n'est plus aussi jeune que ça. C'est un jeune cinéma. Peut-être. Hein. Voilà, c'est un jeune cinéma algérien, jeune dans l'esprit, jeune dans la créativité, jeune dans la façon de faire des films. Et ce n'est pas du côté de l'âge des réalisateurs qu'il faut aller puiser, mais dans la jeunesse du regard. Vous vous retrouvez réellement dans le discours de la TEFA. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec elle. Oui, en plus, on a longtemps été, pour certains des réalisateurs,
considéré comme jeune réalisateur. À l'époque, on commençait déjà les courts-métrages, qu'on prenait déjà. On avait entre 25 et 30 ans. Mais c'est vrai que maintenant, peut-être à 41 ans, c'est plus une question d'âge, mais plutôt un jeune cinéma. C'est-à-dire que, après, moi je ne suis pas spécialiste. À quel moment on peut dire qu'un pays est doté d'un cinéma? C'est qu'il y a le cinéma algérien. Quand est-ce qu'on peut parler du cinéma algérien? Ça, je ne le sais pas, mais je crois un cinéma représente justement un peu la diversité des points de vue, des regards, des registres aussi. Souvent, je tiens à le dire, souvent je vois une forme de déception chez certains spectateurs parce que les registres pour le moment qu'on propose ne collent pas un peu avec ce qu'ils cherchent peut-être. Un cinéma, je le dis bien, hein, le cinéma populaire a complètement disparu. Tout à fait. Et c'est dommage parce que c'est le cinéma qui va, c'est le seul cinéma qui est en mesure de faire revenir du public dans les salles. Et malheureusement, ce cinéma-là a besoin de moyens financiers, a besoin surtout que les salles se réouvrent, enfin, qu'elles soient... Parce que le réseau des salles existe aujourd'hui. Existe, voilà. Existe, oui. Et ça, c'est très important. Il faut absolument que le privé, je pense, investisse les salles. C'est un vieux débat, nous en parlons depuis au moins une quinzaine d'années. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on a testé, parce que toutes les salles ont été réouvertes, mais c'est en gestion par les APC. Quelques salles continuent encore à fonctionner, peut-être de l'ONSIC, oui, le réseau de la Cinémathèque aussi. Ou le réseau de la Cinémathèque. Ouais. Mais après, tout le problème reste la numérisation des distributeurs. Il y a pratiquement plus de distributeurs. Il y en a un seul pour le moment qui fait venir des films, mais voilà, il faut absolument. Il y a les moyens, il y a maintenant les moyens de faire vite, et au bout de 2 ans, on peut avoir un parc assez important de cinéma. Et c'est les salles qui vont faire revenir le cinéma populaire. Et ça, c'est très important vraiment de le signaler. C'est vraiment le cinéma populaire qui fera revenir le public dans les salles, et grâce au cinéma populaire, que les autres, c'est avec le cinéma populaire que les autres registres et les autres films pourront exister. C'est le cinéma populaire qui fera de la billetterie et donc créera de l'économie. Où est-ce qu'on pourrait voir votre film aujourd'hui? J'imagine que ceux qui nous regardent doivent se poser réellement la question. En attendant Les Hirondelles, où est-ce qu'on peut le voir? Eh bien, on ne sait pas encore. Not yet. On ne sait pas encore. Ouais. Parce que on n'a pas de distributeur. Ici en Algérie, le producteur est obligé peut-être de faire tout. On ne sait pas faire ça, c'est pas notre métier. Et puis alors qu'il fait son petit bonhomme de chemin hors de nos frontières. Hein. Heureusement et malheureusement aussi, parce que il va faire son chemin en France, il va en Asie, en Amérique. Mais peut-être les Algériens seront peut-être les derniers à le voir. Et ça, c'est dommage parce que les moyens sont là, ils sont juste là en fait. En attendant Les Hirondelles, encore une fois, l'Algérie toujours comme point d'ancrage, comme source intarissable. Si vous avez décidé de rester en Algérie, c'est parce que vous avez envie, donc justement, de la dire, de la filmer, de donner donner la chance et l'opportunité à la jeune génération de s'exprimer. Je parle bien sûr d'acteurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle encore une fois, Kalem Moussaoui, son film c'est En attendant Les Hirondelles. Et si vous avez la possibilité de voir son moyen métrage, je vous le conseille vivement, qui a glané, qui a remporté je ne sais combien de prix en Algérie, mais également hors de nos frontières en particulier. Ça s'appelle donc Les Jours d'avant. Voilà. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Khadija Chouit, rebonsoir. Bonsoir. Vous étiez toute bien silencieuse. J'écoutais, comme je n'ai pas encore eu le plaisir de regarder le film, je ne voulais pas intervenir. Mais... Journaliste, éditrice, nous allons revenir avec vous sur cette campagne de financement participatif de votre MOOC, de cette aventure qui a commencé en 2011 et qui se poursuit. Vous me disiez sur ce même plateau, lorsque vous êtes passé pour la première fois en 2011, c'est juste le début de l'aventure. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir la continuer. Même si les moyens ne sont pas là, je trouverai toujours l'opportunité ou la brèche pour pouvoir inviter vos téléspectateurs à poursuivre l'aventure. Et quelques temps après, vous continuez cette belle aventure. Je le rappelle encore une fois, Esprit bavard, l'Algérie autrement dite, autrement vue, en vente chez votre libraire habituel. Parlez-moi d'abord de cette campagne de financement participatif, je le disais au sommaire de l'émission, où les simples lecteurs que nous sommes sont devenus coéditeurs.
Absolument. Bon, vous avez bonne mémoire, Karim. Très bonne mémoire. De ce que j'ai dit en 2011. Heureusement que j'ai tenu ma promesse. Tout à fait, parce exactement. Que le quelque temps après, c'est 6 ans quand même. Oui, tout à fait. Donc c'était un peu plus long que prévu, justement parce que je n'ai pas trouvé les financements pour... parce que je le voulais comme annuel, avec une périodicité annuelle, et que j'avais beau chercher, je n'ai pas trouvé les financements pour. Et donc, je me suis résolue à solliciter les lecteurs, en fait. Surtout que le projet ne peut exister qu'avec un potentiel de lectorat, de toute manière, et c'est pour ça que Et c'est une première en Algérie. Je me suis acharnée à le faire. Et donc, il y avait le crowdfunding, qui est le financement participatif à l'étranger, c'est très banal. Ici, ça allait beaucoup moins, surtout pour une publication, c'est une première. Et voilà, on aime moi. C'est une première en Algérie. Hein. Pour une publication, oui, mais oui. Sinon, non, il y a eu Radio M, je crois, qui a fait appel 2 fois au financement. Vous dites Esprit Bavard. Cet Esprit Bavard, mi-chemin entre le magazine et le livre, se propose comme une promenade dans le temps et l'espace algérien. Vous y trouverez matière à rire, mais aussi à pleurer, à réfléchir ou à méditer. Des moments de légèreté, mais aussi de gravité. Vous apprendrez des choses, en découvrirez d'autres. Vous serez d'accord avec certaines lectures d'événements et franchement opposés à d'autres. Vous passerez par tous ces états-là, mais certainement pas celui de l'indifférence. L'aller-retour entre le passé et le présent, ça a été mûrement réfléchi, encore une fois, comme dans le film, justement, les films et les univers de Karim Moussaoui. Aller-retour, cette Algérie, encore une fois, qu'on voulait approcher, essayer de comprendre, décrypter, encore une fois, analyser. Et on l'aime, c'est un peu, on est presque dans ce qu'on pourrait appeler les relations passionnelles. Mais bien sûr qu'on est dans une relation passionnelle avec l'Algérie. On aime et on la déteste en même temps. Je ne sais pas si je suis dans la même démarche que Karim Moussaoui. En tout cas, pour... je parlais de retour, d'ancrage. À mon avis, on a besoin, parfois, mais souvent, même de revenir à certains passés. Et je le dis et je le précise, ce n'est pas de la nostalgie, pas du tout. Je refuse. Je n'aime pas le sentiment de nostalgie parce qu'il nous, justement, il nous arrête, il ne nous fait pas avancer. C'est juste pour pouvoir avoir des éléments d'éclairage et d'analyse pour ce qu'on vit en ce moment. C'est dans ce sens que j'ai eu ce parti pris de traiter certains événements avec des textes qui parlent de certaines périodes dans le passé et des textes qui parlent du présent pour le même thème. De 2011 à aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'en ayant ce bel ouvrage entre les mains, on peut réellement parler d'identité visuelle d'Esprit Bavard. Et vous avez travaillé longuement sur justement cette identité en particulier. Oui, parce que le premier, celui-là est très différent du premier, même si la forme esthétique était une préoccupation. Je veux dire que ça fait partie de la ligne éditoriale, du projet, du concept, disons. Je le voulais comme un bel objet. Je voulais mettre en valeur les textes et les auteurs et les photographes dans un bel écrin et qu'on ait du plaisir à lire, à feuilleter, que le regard soit titillé. On est réellement dans le même esprit Bavard que la première aventure de 2011, ou est-ce qu'on a un peu élargi le cercle en traitant d'autres thématiques, en faisant appel à d'autres grands curieux des questions littéraires, cinématographiques. On va donner la parole dans quelques instants à Latifa, justement, l'affaire, en faisant appel à des journalisme également, à des photographes. Et pour la première fois, dans cet esprit Bavard, vous nous donnez à lire ou à découvrir donc justement un jeune auteur de BD. C'est pas un jeune auteur, mais... Oui, on va revenir à cette notion de jeunesse. Exactement. Oui. D'ailleurs, c'est une particularité algérienne. On dit jeune génération d'écrivains, par exemple, ils ont tous à peu près 50 ans. Donc oui, c'est peut-être leur première approche dans le monde de la création, quel qu'il soit. En particulier à l'Algérie. Mais bon, ce sera un autre sujet de débat pour toi, Karim. Exactement ça. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est la même démarche, parce que Esprit Bavard, c'est traiter des sujets d'actualité, mais avec du recul, de la distance. Vous abordez de nouvelles thématiques dans ce... Mais bien sûr, ce sera toujours de nouvelles thématiques. Tout à fait. Et c'est dans le traitement et l'approche
qu'on est dans l'originalité. Ce n'est pas tant dans les thématiques, elles sont, je pense, on les vit tous, etc., on les connaît. Et c'est ce qui donne ce côté intemporel. Là, je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un qui me dit, le premier, je le reprends et il n'a pas pris une ride. On peut le lire de la même manière, etc. Et c'est ce que je voulais atteindre, une sorte d'intemporalité. Ce sont les mêmes thématiques qui nous est traitées de manière à nous donner des pistes de réflexion. Voilà. Voilà, donc Alger sans phare, par exemple, on va entendre, si vous le permettez, la voix de Kulthum Stali, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici même pour son livre, que je vous conseille vivement aux éditions de Zahra et la Terre, qui a pour titre Les Mimosas de décembre. Ça, c'est un livre que chacun de nous doit avoir. Et encore une fois, comme pour le cinéma, les univers de Kalim Moussaoui, de Tariq Teghia, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants avec vous, comment dire, Latif à l'affaire, vous nous donnez à voir et à découvrir ou à relire ou à approcher l'Algérie sans phare ou Alger sans phare. C'est ce que dit Kulthum Stali dans son écrit. Elle dit « Quelle étrange sensation que d'être une femme dans ce pays, dans un pays d'hommes. Je me sens comme une intruse, souvent pas à ma place, à me demander toujours ce que se fait, à me demander toujours ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ce regard allumé qui fouille dans le mien, dois-je l'ignorer ? Point d'interrogation. Dois-je fusiller des yeux l'auteur de ces œillades impertinentes ou bien l'indifférence est-elle la meilleure arme de dissuasion? Certains jours, les hommes sont complètement déchaînés. Ils draguent rageusement, frénétiquement. Question de climat peut-être, ou alors l'approche du ramadan. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les policiers ne sont pas en reste, qui me regardent d'un air goguenard, m'évaluant du pied à la tête sans vergogne, dire qu'ils sont censés nous protéger. Le regard des hommes peut faire de nous des canons ou des poulets, c'est selon. C'est tellement vrai. Exactement ça. C'est un joli texte, oui. D'où la thématique, quelle place pour les femmes dans cette société pleine, disait-elle, d'ubaïsation. Grand point d'interrogation. Ouais. Comment s'est fait le choix justement de ces auteurs, Khadija Chouit? Alors, comment je procède? Généralement, j'ai des thématiques en tête et je cherche des profils de personnes, journalistes ou autres, les plus à même de traiter de ces thèmes de la meilleure manière. Voilà, ça se passe à peu près comme ça. Donc, des gens avec qui je passe beaucoup de temps à discuter. Ici et ailleurs. Hein. Ici et ailleurs, mais Kulthum vient souvent en Algérie, donc ouais. On a eu à beaucoup parler, etc. Et vous avez travaillé donc justement sur cette thématique Madame l'affaire. Alors, à travers Harba Décor versus Espace dehors. Encore une fois, vous parlez de ce documentaire de création qui a été réalisé en 2014 par Bahia Benchir El-Fgoun et Mariam Achour Bouakaz. Oui, c'est un documentaire qui nous parlait, qui rentrait de plein pied dans cette thématique et qui nous a prise de court parce que nous avions l'impression d'avoir un documentaire sur les femmes qui se questionnent sur porter ou pas le voile, l'enlever ou pas. C'est voilà. Et voilà, on a été prise de court parce qu'en fait, c'était pas ça véritablement le thème, c'était un questionnement sur où se situent les femmes dans l'espace public. Et c'était des sortes d'introspection où des femmes se sont livrées aux réalisatrices et on parlait très très librement de leur choix ou pas de porter ou non le voile et de l'enlever par la suite malgré tout ce que ça pouvait un documentaire provoquer. Très complexe en écriture. Hein. Très complexe. C'est ce que vous dites justement dans cette analyse, je le rappelle encore une fois, pointue, très bien documentée parce que vous nous offrez à travers ce deuxième bel ouvrage, je le rappelle encore une fois, d'Esprit bavard, une enquête sur la naissance de la cinématographie algérienne quelques années seulement après l'indépendance jusqu'à celle des années 2000. Je disais années 70, l'apogée du cinéma algérien à travers la Palme d'Or de Mohamed Lardar Hamina, les années 80, la crise, les années 90, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a eu des productions, je le rappelle, cinématographiques ici en Algérie mais également dans le Maghreb, et les années 2000 où vous avez justement rendu hommage à Tariq Teghia, à Karim Moussaoui, à Mohamed Lakhdar Tati, oui, Mouzahem, Abdenour Zahzah, ils sont les premiers à avoir émergé, à être apparus dans cet univers-là, et puis ensuite il y en a eu beaucoup d'autres qui sont apparus avec des courts-métrages et qui ont commencé vraiment à se
faire connaître à travers des festivals à l'étranger parce qu'il n'y avait pas d'espace pour les voir ici. À partir des années 70 où on a parlé, justement tout à l'heure vous parliez de cohésion, les années 70, c'est ce que certains ont appelé le cinéma jadid ou nouveau cinéma, et cette appellation on la retrouve partout dans le monde, le cinéma nouveau au Brésil ou jeune cinéma d'Afrique, nouveau cinéma tchèque, c'est quelque chose qui avait explosé, il y avait une sorte de cohésion à travers les luttes internationales portées par le 7e art. Portées par le 7e art parce que ça représentait la période post-indépendance où s'affirmaient des jeunes générations de réalisateurs dans le cinéma, mais dans les luttes en général dans le monde. Et puis il y a eu la désillusion avec l'ouverture économique vers les marchés économiques dans les années 80 et la chute du prix du dinar qui ont fait qu'on ne pouvait plus acquérir de films, on ne pouvait plus réparer les appareils de projection, c'est des petites choses comme ça, on ne pouvait plus recruter de gens. Et puis les années 90 où la plupart des critiques de cinéma se sont retrouvés à écrire sur d'autres thèmes, il y avait des sortes d'urgences qui happaient tout le monde, et sur ce désert-là ont commencé à apparaître des ciné-clubs dans Chrysalide, dont on parlait tout à l'heure, au projecteur Abedjaya, et des jeunes qui commençaient à faire des films. Alors qu'Ahmed Bejaoui, sur ce même plateau, parlait de la mort programmée du cinéma algérien depuis fin des années 70. Avec la dissolution, bien sûr, de plusieurs entreprises. Oui, c'est une histoire très complexe, mais en fait qui se résume en centralisation, restructuration pendant les années 80, et puis dissolution en 98 des entreprises d'État, qui englobait la dissolution des entreprises de cinéma. C'est ce qui différencie les réalisateurs d'aujourd'hui de ceux d'avant, qui étaient, eux, permanents et salariés dans les entreprises de cinéma, de ceux d'aujourd'hui qui font autre chose de leur vie et qui portent comme une passion le cinéma et comme un lourd fardeau en l'absence de production ou d'héritage ou de transmission. C'est eux aujourd'hui, ils sont face à une situation de transmission quand eux n'ont pas connu cette transition ou cette transmission des anciennes générations vers celle d'aujourd'hui. On est entre deux désirs, le désir de voir et le désir de faire du cinéma. Justement, c'est ce que vous disiez, ciné-club des années 2000. Vous écrivez les ciné-clubs, assurer une libre circulation des idées de la culture et bien évidemment se greffer en coulisses un rôle militant sous le régime du parti unique qui contraignait les partis d'opposition à la clandestinité. Pour les passionnés de cinéma qui ont fondé ou rejoint les ciné-clubs, il s'agissait de montrer des films peu diffusés, de bonne facture, thématiques et esthétiques, d'animer des débats, de créer de la cinéphilie, en somme de vivre librement sa passion pour cet art. Au-delà des années 70, des années 80, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à travers ces jeunes à travers ces réalisateurs, ce jeune cinéma, ce jeune cinéma, est-ce qu'on peut réellement parler de renaissance ? Je pense que oui, parce que lorsqu'en 2000 on commençait à émerger les jeunes réalisateurs, il y a aussi l'émergence. C'est vous qui dites jeunes là, c'est pas. À l'époque, je parle de 2000, quand ils ont commencé à émerger, il y a eu aussi ceux qui ont Karim Moussaoui, Nadim Ennari, Hassan Farhani, Tarek Tegia, à qui vous avez consacré tout un travail sur ces 3 longs métrages, la triptyque de exactement. Gabla, Roma Oulintoma et puis le tout dernier en 2013. Le dernier en 2014. Voilà. Et en même temps qu'il y a eu du cinéma, il y a eu des jeunes qui étaient capables de faire des débats de cinéphiles autour du cinéma. Il m'est arrivé de croiser un jeune qui s'intéresse au cinéma et de lui poser des questions. Il me dit, je suis dans un ciné-club et je suis en train de lire Deleuze ou Jacques Rancière, qui sont des sommités dans l'écriture philosophique sur l'esthétique du cinéma. C'est des choses, des idées de pointe que développent ces jeunes. Et c'est incroyable. Je viens de croiser des jeunes aussi du ciné-club de Tlemcen qu'on ne connaissait pas du tout et qui ont une véritable passion pour le cinéma. Dans un, par exemple, qui me disait que chaque film qu'il voit, si c'est une adaptation, il lit aussi le livre parce que il se cultive en même temps. C'est ce que faisait entre autres l'association Chrysalide, Exactement, que vous avez animé pendant de longues années, Karim Moussaoui. Oui, on a monté un ciné-club régulier à partir de 2005 et puis il y a eu une programmation de films du patrimoine mondial algérien et puis des nouveaux
des films nouveaux de Ça vous a conditionné, ça vous a conforté dans l'idée de continuer à faire malgré toutes les turpitudes et les entorses pour produire de l'image dans cette Algérie tourmentée des années 90 et 2000. Oui, bah, on pense pas à tout ça, on a juste envie de projeter des films et de faire de discuter d'en discuter autour d'un café. C'est ça qui parce que bon on commençait déjà à le faire chez nous, mais au bout d'un moment le cercle s'élargissait, donc il fallait l'organiser. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma, parce que le cinéma c'est la vie aussi, c'est l'image, c'est la mise en scène, c'est le beau, la question du beau qui revient assez souvent, et puis ça permet un peu de voir, de comprendre un peu mieux le monde, peut-être. Karim Moussaoui, Nalim Mannari, Hassan Farhani, jusqu'à Tarek Teghia, quel est réellement le dénominateur commun de ces réalisateurs aujourd'hui? Alors, excusez-moi, je tiens juste à préciser que début des années 2000, je me rappelle quand j'avais réalisé mon premier court-métrage, il y avait aussi des noms que voilà, peut-être on les cite pas assez, ou pas du tout. En ce moment, non, on les cite, mais parce que voilà, ils produisent Mouzahem, Yahya Mouzahem, qui a commencé à faire des courts-métrages, un des premiers avec Mounas Rammar, avec d'autres aussi qui étaient à l'époque très actifs aussi dans leur... Voilà, je tiens juste à les... Il y a beaucoup de noms en fait qui sont pas forcément très... Et d'ailleurs à partir de 96 ou 97, parce qu'on peut remonter jusque-là avec les premiers courts-métrages réalisés avec les moyens du bord. Avec des VHS, Mais où sont les femmes, justement? C'est les réalisateurs qui peuvent les mettre à On peut les compter sur le doigt de deux mains, on va dire, hein. Karim Moussaoui. Oui, après, bon, il y a des réalisatrices. Tout à fait. Ont-elles de la visibilité? Produisent-elles? Dialoguent-elles? Confondent-elles et leurs univers? Oui, alors. Pour moi, c'est les espaces de diffusion, tout simplement. On verrait tout ce monde-là s'il y avait des espaces pour diffuser, parce que le cinéma, c'est le voir ensemble. Et même les personnes que je questionne, qui sont juste cinéphiles ou amoureuses du cinéma, qui regardent à la maison, finissent par se dire, j'ai envie de voir avec les autres ce film, parce qu'on a envie d'avoir un débat, on ne sait pas des fois comment se situer par rapport à un film, comment comprendre un film, on a envie de se confronter à la vie des autres. Voilà, et vous le dites, hein, qu'on médite seulement sur les entorses au règlement en tout genre qui ont permis la naissance de la cinéphilie, des cinémathèques, des ciné-clubs et des premières collections de films au niveau universel. Pour qu'un jour le cinéma soit reconnu comme un art, une industrie internationale, nous verrons alors le cinéma qui nous reste à parcourir et peut-être les voies pour y parvenir. Vous me permettez par la même occasion de revenir avant de donner la parole à notre quatrième invité. N'oubliez pas, vous aussi pouvez intervenir sur cultureclub@untv.dz sur le rôle des ciné-clubs et particulièrement un club à qui vous avez rendu hommage en accordant une interview à Mohamed El-Qorti, celui de Mascara, qui est actif depuis pratiquement une trentaine d'années. Oui. C'est impressionnant parce qu'au moment où il y a eu mort des ciné-clubs en 85 parce qu'on ne leur donnait plus de films et on leur a enlevé les espaces, c'était l'effondrement des ciné-clubs. Il y avait absolument nulle part où parler des films. Apparaît 2 ans après, en 87, ce groupe à Mascara qui décide de lancer un ciné-club. C'est un ovni dans le désert. Et ils y vont, c'est qu'ils trouvent des espaces, et puis si on leur enlève les espaces, ils trouvent un endroit où ils étendent un drap, ils mettent juste un rétroprojecteur qui se débrouille. Et puis voilà, ils se sont construits comme ça sur des années, et ils sont aujourd'hui rejoints par les nouveaux ciné-clubs depuis les années 2000. Ils programment, ils débattent, ils trouvent toujours le moyen de faire... Très belle enquête profonde, pointue, je le rappelle, encore une fois, autour de l'histoire du cinéma des années 60 jusqu'au cinéma d'aujourd'hui, hein, à travers lequel justement vous décryptez ce cinéma de Tarek Teghia, de Karim Moussaoui, que sais-je encore, de Hassan Farhani à travers son court-métrage
Rond-point Ferracé, je pense. Hein. Non, c'est un long métrage. C'est un long métrage, pardon. Long métrage, Rond-point Ferracé. On ne tourne pas en rond. Cette fois-ci, je ne sais pas vous le dire. Dans ma tête, un rond-point. Pardon Dans ma tête, un rond-point. Voilà. Que nous aurons certainement le plaisir d'inviter sur ce plateau pour en parler. Quatrième et dernier invité ce soir. Nous allons dire bonsoir à Saad Ben Khlif. Je le rappelle, vous êtes dessinateur de presse, illustrateur à Al-Watan, mais également à Jeune Afrique, et vous avez travaillé pour la première fois sur ce MOOC que j'ai entre les mains, et avec Khadija Chouit. Parlez-moi de la rencontre, j'allais pratiquement dire improbable, non, pas du tout, mais de la rencontre, cette approche culturelle que vous avez tentée avec ce MOOC, cher ami, Saad Ben Khlif. En fait, quand je suis venu, quand j'ai commencé à faire du dessin de presse, au début, ou bien si vous voulez, quand je suis arrivé à Alger, parce que moi je ne suis pas d'Alger, les premières rédactions dans lesquelles j'ai travaillé, malheureusement, ils avaient un concept un peu étroit du dessin de presse, qui est la caricature, la bulle. Mais moi, je suis arrivé avec un peu plus d'ambition. Vous voulez ouvrir le champ, voilà. Poser votre vision. Exactement. Donc, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de lire des articles par exemple, le magazine La Science et Vie, et j'étais étonné comment le mec pouvait illustrer des articles philosophiques. Oui. Des articles sur la énième dimension, des articles de physique, etc. etc. Donc, moi aussi, j'ai essayé de faire la même chose, comme j'ai fait physique théorique à la fac. Donc, ça m'est arrivé d'essayer d'imaginer des mondes parallèles, de faire des trucs, d'illustrer mes cours de physique. La philosophie et la physique Manatou, vous en êtes la preuve, je peux vous le dire. Parlez-moi de cette approche. Il y a d'abord une approche de lecture, justement, des univers des uns et des autres, pour pouvoir aujourd'hui commettre, si vous me permettez l'expression, toutes ces illustrations qui habitent l'esprit bavard. Donc voilà, permettez-moi de vous parler un peu de l'illustration, l'univers de l'illustration, et puis je vais vous parler de cette expérience. Donc en 2009, j'ai rencontré Adlan Medé et Mélanie Mataraz. Eux, ils avaient un projet ambitieux. Auteur. Oui, oui. Donc avec eux, on a pu... on est sorti avec un produit complètement fait maison. D'ailleurs, sur le plan déontologique, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on ne prenait pas de photos sur Google, on faisait nos illustrations, nos aquarelles, nos dessins, parfois des montages qu'on prenait en photo pour la une, etc. etc. Et à la fois, je fais aussi de la caricature, je fais des portraits, etc. etc. Vous êtes pluriel. Ouais, voilà. Donc, avec Khadija, pour la première fois, je rencontre une rédactrice en chef ou quelqu'un qui a un projet, mais qui me dit... qui vient du monde de la presse, hein, ouais. Faut-il le dire. Oui, voilà, donc... Qui me pousse vers l'avant, qui me demande de faire ce que comment dire, elle m'a pas mis de limite. Elle m'a demandé juste d'illustrer ce que je lis. Genre, vas-y, essaie avec ce trait, avec ceci, avec cela. D'ailleurs, on a essayé plusieurs unes. D'ailleurs, on doit les publier sur Facebook pour dire à nos lecteurs qu'ils ont échappé à d'autres. Vous portez un regard sur une cigarette qui se consume. Comment peut-on réellement imaginer un dessin, une illustration sur ce regard d'une cigarette qui se consume? Juste un petit trait et puis voilà, vous nous emmenez... Donc justement, Khadija, d'ailleurs on ne se connaissait pas auparavant, c'était Riyad Hamd Abdelouhab, l'infographe, qui nous a mis en contact. Directement, elle m'a fait confiance. Elle m'a pas demandé des dessins trop travaillés, trop détaillés, mais juste ce que ça m'inspire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rare de tomber sur des gens comme ça qui vous donnent cette liberté de vous exprimer sur tel ou tel sujet. Parfois, quand on fait une illustration, on rajoute d'autres idées, si vous voulez, ou d'autres valeurs au papier qui existent déjà. Et parfois, on se restreint dans le contenu. Mais vous êtes dans plusieurs lectures, je le rappelle encore une fois, parce qu'il a été question de photos, il a été question donc justement de cinéma, il a été question de littérature, il a été question de tout ça. Donc vous avez réellement été pluriel, vous avez approché donc justement... Donc justement, avant tout, il fallait comprendre l'esprit de l'édition.
Parce que si on travaille pour un journal, un quotidien, pour un magazine, d'ailleurs, il faut le sentir. C'est pour cela que j'ai dû rencontrer Khadija à plusieurs reprises. D'ailleurs, on ne parlait pas que de ça, on parlait du quotidien, on parlait de la vie, on a débattu sur d'autres sujets, sur la société, la religion, les gens, le mariage, l'amour, les enfants, etc. etc. C'était pas inutile, c'était pour comprendre ce qu'elle veut refléter. C'était beaucoup plus pour comprendre Khadija l'humain. Et à chaque fois, après chaque discussion, quand je rentre chez moi, dans mon bureau, j'essaie de refléter ce qu'elle m'a inspiré, parce qu'il n'y a pas que le papier. Et du coup, je pense que le produit final, il était limite cohérent. Vous avez plusieurs techniques, vous avez du lavis, vous avez de la caricature, vous avez de l'aquarelle, vous avez un dessin numérique en une. Mais moi j'ai beaucoup aimé votre illustration sur le débat de l'école, hein. Horizon ou prison. Ouais. Ça c'est... ça parle, hein, parce que, encore une fois, l'école aujourd'hui est au centre de tous les débats. Hein. Ouais. Nous parlerons certainement pendant cette année de la refonte du système éducatif, ça je vous le promets. Khadija Chouit, en quoi l'univers de Saad Ben Khalif vous a parlé en premier lieu pour faire appel à lui? Alors, comme il vient de le dire, on ne se connaissait pas, je ne connaissais pas très bien son travail, donc il a fallu... moi, je procède comme ça, je n'ai pas d'a priori négatif, donc j'approche les gens, on discute. Vous restez toujours dans l'aventure humaine. On se découvre. Et pour revenir tout à l'heure, Karim Moussaoui a parlé de liberté de choix, de la liberté de prendre d'autres chemins. Eh bien, Esprit Bavard se veut un lieu de liberté, justement, pour les gens qui écrivent, aussi pour ceux à qui je demande de mettre leurs photos, et aussi à quelqu'un comme ça, d'illustrateur, dessinateur. Donc je voulais qu'il ait la plus grande marge de manœuvre possible pour essayer d'apporter quelque chose de plus. Il ne s'agit pas de dire je pars de l'école, je mets une école, je dessine une école, ce n'est pas intéressant. Ouais. Voilà, il fallait qu'il amène de lui-même, de son univers à lui, qu'il y mette là, c'est un lieu où il y a l'univers de tous les auteurs qui ont écrit, et puis moi aussi, j'y suis un peu parce que c'est moi qui les réunis. Bien sûr, vous avez... Voilà, voilà, donc c'était ça, et puis ça a cet avantage de maîtriser pratiquement toutes les techniques de dessin. Le regard de Latif Al Affaire sur le dossier sur le cinéma et les illustrations de Saad Ben Khalif. Je dirais que j'ai été très surprise, on était dans l'inattendu parce qu'on ne s'est pas croisé d'ailleurs sur Esprit Bavard. Elle était le lien de contact et puis l'approche revenait à elle après parce qu'elle savait, avec chacun de nous pousser à faire plus. Ça l'a fait rire, mais c'est le cas. Il y a des moments où on s'essouffle parce que c'est des choses très lourdes, des écrits très difficiles où elle dit non, on va arriver à faire plus profond que ça comme écrit. Donc elle est le rassembleur entre nous et puis bon, j'ai découvert son travail, le travail de Saad après, quand j'ai ouvert Esprit Bavard, j'ai été moi-même surprise de ce que ça a été. Esprit Bavard, c'est quoi? C'est le point d'intersection de tous ces esprits-là? Oui, de tous les univers qui caractérisent les réflexions que fait justement Khadija sur l'actualité ou sur le monde en général. Elle prend des gens de toutes, vous avez vu les divers dossiers, femmes, littérature, cinéma, bande dessinée, le portfolio d'une beauté. Voilà. Et c'est de cette façon-là qu'elle aborde aussi le dialogue avec nous. On est en perpétuel apprentissage avec elle parce que chacun de nous après se frotte à l'univers de l'autre, à la réflexion de l'autre et on s'enrichit dans les débats parce que c'est très serein comme façon de travailler. Une expérience à renouveler, Saad Ben Khalif? Oui, carrément. Il faut. D'ailleurs, on aimerait bien qu'il y aura d'autres projets, d'autres personnes qui se donnent cette peine de se lancer dans des projets pareils, parce que on peut pas. D'ailleurs, personnellement, je ne peux pas me pousser à mes limites dans la presse du quotidien, les quotidiens ou les trucs politiques. Il faut qu'il y ait des éditions politiques, mais qui sortent vraiment du lot où les gens s'expriment librement. Vous vouliez aussi y échapper, hein, échapper à ce que vous avez l'habitude de faire. Exactement. Vous avez tenté de nouvelles expériences, vous ouvrez. Vous, hein. Ouais. Après, bon, rencontrer des gens comme Khadija qui nous font confiance, comme ça, Khadija m'a engagé directement. Elle m'a dit, vas-y, fais ce qu'il te plaît. Donc, on a besoin d'autres projets. Il faut pas. Bon, personnellement, je souhaite longue vie à Esprit Bavard.
mais j'aimerais qu'il y aura aussi d'autres projets où ces jeunes dessinateurs peuvent s'exprimer. Bah oui, on dira Khadija Chouit à la même heure, non pas dans 6 ans, mais l'année prochaine. Non, l'année prochaine, ça y est, mes thèmes sont à peu près déjà tracés, déjà réfléchis. À peu près. Oui. L'ébauche est déjà là, donc si, non, là j'ai eu quand même... il faut que je continue sur cet élan avec toutes les personnes justement qui m'ont fait confiance, à moi aussi, parce que... Voilà. Puis, juste un point, il y a plein d'artistes, de jeunes artistes qui sont vraiment jeunes, qui sortent de l'école. Qui avaient besoin de visibilité, de chance, d'opportunité de montrer leurs univers. Oui, parce que pour eux, si on leur parle de dessin de presse, pour eux, c'est soit l'édition, et l'édition, quand je dis édition, genre les maisons d'édition, les livres et tout, soit le dessin de presse dans le sens caricature bulle. Oui, tout à fait. Ouais. On doit sortir de cette vision très étroite du dessin de presse. Le dessin de presse, d'ailleurs, on ne fait pas de la peinture, on ne reprend pas des trucs qui existent, on part de la feuille blanche, on entend les gens, on se documente, on lit beaucoup pour pouvoir sortir avec quelque chose de nouveau, une création qui n'a pas qu'une valeur artistique. Mais travailler au quotidien, quel challenge. Réfléchir au quotidien et proposer au quotidien tous les jours dans les journaux, en tout cas, chapeau, franchement, Saad Ben Khalifa. Esprit bavard nous a réunis ce soir, je vous le conseille. L'Algérie autrement dite, autrement vue, approcher, découvrir, redécouvrir, entendre de nouvelles voix, découvrir de nouveaux univers. Tout ça est réuni dans pratiquement 200 pages et c'est en vente chez votre libraire habituel, le bon, le passionné, celui qui vous oriente, celui qui vous conseille, celui qui vous raconte, celui qui vous vend un livre, mais en ayant la conviction justement d'aller scruter de nouveaux horizons. Voilà, c'est déjà la fin de l'aventure. Je voulais vous remercier, Khaled Moussaoui, pour d'abord ce parcours, de représenter encore une fois, de porter la voix de l'Algérie hors de nos frontières, aux 4 coins du monde. C'est réellement ça le rôle d'un véritable réalisateur qui a autant de talent que vous. Je le rappelle, votre long métrage a pour titre donc le retour, plutôt que dis-je, en attendant les hirondelles. Voilà, encore une fois, il n'est pas du tout question, je le rappelle encore une fois, de printemps arabe. Je vous rassure, il est question de printemps individuel. Ça, je vous le conseille. Si vous avez la possibilité, l'opportunité d'aller le voir, allez-y, poussez les portes de votre cinémathèque ou de votre cinéma. Khaled Moussaoui, à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup pour l'invitation. Khadija Chouit, je le disais, à la même heure, peut-être dans un an pour une 3e aventure. Oui, jamais certainement, et pour d'autres aventures tout aussi passionnantes. En tout cas, merci d'avoir, replongé le grand curieux que je suis dans cet univers cinématographique à travers cette enquête extraordinairement bien documentée, pointue, Latifa L'Affaire. Merci beaucoup à vous, Saad Ben Khalifa. Merci à vous. Très bientôt. Vous nous donnez rendez-vous tous les jours dans les journaux. Hein. Loatan, encore une fois, pour ne pas le citer. On garde le contact sur notre adresse. Je le rappelle encore une fois, cultureclub@entv.dz. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et encore une fois, que la nuit vienne apaiser nos esprits parfois si tourmentés. Bonne et douce nuit avec la suite des programmes de Canal Algérie. Merci.